Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode du podcast l'Hebdo NBA. On va se retrouver chaque semaine pour débriefer ensemble une actualité NBA, une thématique ou alors des matchs à débriefer et toujours en compagnie de Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut Léo, salut à tous. Content de vous retrouver pour ce premier podcast. C'est fait par des personnes qui apprécient la NBA. On espère que vous allez partager ça avec nous. Donc on est heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Ah, des passionnés on appelle ça. Ah, des passionnés, ouais. Des passionnés, des couches-tard. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va tourner autour de deux thématiques principales. La première, c'est la folle ascension des jeunes équipes en NBA cette année, notamment Minnesota, Oklahoma City, Houston, Orlando. Et puis ensuite, une deuxième partie qui tournera autour d'une première partie de saison régulière de Joel Embiid absolument stratosphérique, notamment cette semaine qui s'accompagne de très grosses performances contre des grosses équipes, notamment Minnesota avec ses 51 points qu'il a marqué hier. I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye, chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye, I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye, I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. Eh bien écoute Benjamin, si tout est ok pour toi, on peut commencer. Donc on va commencer notre petit débrief par Minnesota, meilleur bilan de la ligue, égalité avec Boston, et puis un 8-2 sur les 10 derniers matchs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Minnesota ? Ouais, alors Minnesota, comme tu l'as dit, moi je reviendrai sur l'intro, jeune équipe de par la position qu'ils ont, oui, après jeune équipe par l'effectif un peu moins, on a quand même des joueurs qui sont expérimentés, mais ouais, comme tu l'as dit, Minnesota tout simplement en bilan de la conférence Ouest, et logiquement à l'heure actuelle, je pense ce qui revient le plus vers Minnesota, on en reparlera plus en profondeur, mais c'est sa défense. À l'heure actuelle, l'équipe du Minnesota est tout simplement la meilleure défense de NBA avec que 106 points encaissés par match, Et on constate que, on en reparlera un peu plus en détail par la suite, mais au-delà de l'impact défensif, moi ce que j'apprécie surtout dans cette équipe sur ces débuts de saison, c'est qu'on sent qu'enfin on a une hiérarchie claire. Enfin, on a compris que Karl Anthony Towns c'était peut-être pas forcément l'option numéro 1, mais on joue peut-être sur Anthony Edwards qui, pour moi, à mon sens, a plus les épaules pour porter ce rôle et porter cette franchise. Donc ouais, Minnesota, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, moi, elle m'impressionne sur plusieurs aspects du jeu. Alors moi, ce que je rêve de Minnesota, je suis exactement sur la même lignée que toi. Je vois Anthony Edwards qui s'affirme aujourd'hui comme le leader de la franchise. Et puis, je pense que c'est tout à l'honneur aussi de Karl Towns, qui fait preuve de beaucoup de maturité dans ce début de saison. C'est pas facile pour un franchise player comme lui de laisser les clés de, entre guillemets, sa franchise historique à un jeune comme Anthony Edwards qui montre des performances très très régulières depuis maintenant plusieurs mois. Donc je trouve que Kat il fait preuve aussi de beaucoup de maturité dans ce début de saison pour faire en sorte de laisser un peu les clés de la maison à Anthony Edwards et puis se focaliser un peu plus lui sur le travail qu'il a à faire à l'intérieur, notamment dans le travail défensif aux côtés de Rudy. Puisque c'est vrai que depuis l'arrivée de Rudy, défensivement, je pense que Minnesota, ils sentent vraiment l'impact de ce duo dans la peinture. Et puis, si on peut compléter, je trouve que cette année, il y a aussi un banc assez garni. Alors, Minnesota, ils avaient un banc garni les autres années, mais je le trouvais pas spécialement efficace. Là, tu vois, je vois avec des Nickel Alexander-Walker, des Shake Milton, l'ancien Sixers, qui sont capables, même s'ils tournent à 6-7 points par match, de réaliser plusieurs matchs à 15, 16, voire 20 points quand ils prennent feu. Et ça, je trouve que c'est pas négligeable. Et puis, pour terminer, je trouve que ce qui est quand même flagrant aussi dans cette équipe, c'est l'importance des systèmes défensifs. Quand tu vois que malgré les absents et les blessures, la défense, elle continue de carburer. C'est aussi, je pense, dû au coaching staff qu'il faut féliciter parce que les systèmes défensifs sont compris par l'équipe. Et puis, même quand il manque des joueurs, la défense est toujours au top niveau, quoi. Je te rejoins complètement là-dessus et je pense que c'est le moment de revenir un peu plus en détail là-dessus. À l'heure actuelle, Minnesota, c'est simple. C'est l'équipe. Donc, quand vous jouez contre Minnesota, vous savez que vous avez le pire pourcentage au shoot global. En effet, à l'heure actuelle, les équipes jouant contre Minnesota shootent à un peu moins de 44% au global. On pourrait se dire qu'ils ont deux armes de défense massive dans la peinture, la présence de Towns et Gobert, sauf qu'on se rend compte, comme tu l'as dit justement, avec leur système défensif. Minnesota, c'est aussi à l'heure actuelle la troisième équipe qui défend le mieux à 3 points, c'est-à-dire que quand vous jouez contre Minnesota, vous allez shooter à maximum 33%. Donc c'est-à-dire que si on résume bien, Minnesota c'est une équipe où marquer dans la peinture ou à longue distance, c'est très compliqué. De plus, c'est également la troisième équipe Minnesota qui capte le plus de rebonds défensifs. C'est-à-dire que si on résume tout,
Quand vous jouez contre Minnesota, vous marquez pas beaucoup à 3 points, vous marquez pas beaucoup à 2 points, et en plus, quand vous loupez, vous n'avez pas d'opportunité d'avoir une seconde chance après, parce qu'il gobe tous les rebonds. C'est pas compliqué. Gobert, Towns, McDaniel, c'est des aspirateurs à rebonds. Donc, c'est comme tu l'as dit, je pense qu'au-delà, et je pense qu'après, on pourra revenir un peu plus en détail sur chaque joueur, au-delà de Rudy qui, autant l'an dernier, avait du mal à trouver ses marques dans le système, là, surnage complètement. Au-delà de l'impact de Gobert dans la raquette, c'est tout un système, toute une équipe qui s'est mis au diapason défensivement, et c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, Minnesota a la meilleure défense de la ligue et haut la main. Ouais, exactement. Puis pour compléter les propos, en fait, je pense que l'arrivée de Rudy a permis à beaucoup de joueurs, donc Karl Towns, de progresser et d'évoluer un peu dans son jeu. Notamment sur le fait que Towns, on le sait, c'est un intérieur, mais qui aime bien s'écarter du cercle pour prendre des shoots mid-range ou derrière l'arc à 3 points. Le problème, c'est qu'avant, quand il faisait ça, il n'y avait plus personne dans la raquette pour avoir une présence à l'intérieur. Et maintenant, avec Rudy, ils l'ont cette présence à l'intérieur, et Towns, il peut prendre ses risques de s'écarter un peu du cercle, de sortir de la peinture pour amener une menace offensive un peu plus diversifiée, sans prendre trop de risques d'un point de vue défensif, et puis sans prendre trop de risques collectifs, puisque Rudy, maintenant, il occupe cette place-là dans la raquette. Ah, mais tu as tout à fait raison. Et tu vois, par exemple, comme tu disais, l'impact de Towns, pour moi, il est visible. Tu vois, dans ses stats, Towns, il tourne à 22 points de moyenne, il est quasiment à dire bon, 3 passes, et surtout, c'est ses pourcentages de shoot, quoi. Il est à 52% au global, il est à presque 43% à 3 points, 89% à lancer. Ah, c'est excellent. Comme tu dis, je pense que le fait qu'il y ait Rudy dans la peinture, je pense que ça lui décharge de certaines tâches défensives et donc d'énergie pour pouvoir être plus lucide sur ses choix offensifs et son exécution technique. Et tu vois, on parlait beaucoup de Rudy et de Towns à juste titre, mais je pense qu'il y a aussi quelqu'un qu'il faut pas oublier, c'est Naz Reid, parce que pour moi, Naz Reid, en termes de backup intérieur, il est quand même à 13 points de moyenne et quasiment à 5 rebonds de moyenne. Honnêtement, la puissance de leur secteur intérieur, quand tu fais le cumul c'est clair. De Towns et de Reid, t'as pour moi l'une des, ou si ce n'est la meilleure raquette en fait de la ligue. Quoi, non, totalement. Et puis donc écoute, pour fermer la porte sur Minnesota, alors oui, ils ont une très bonne défense, mais ils ont aussi des joueurs qui carburent en attaque, à l'image d'Anthony Edwards. Alors en début de saison, on lui ouvrait un peu la porte à la course MVP. Je trouve que ça s'estompe un peu depuis 2-3 semaines. Il a eu sa petite blessure. Il tourne à 24-25 points de moyenne. C'est peut-être un peu léger encore pour dire Anthony Edwards va être MVP cette année. Mais je pense que dans les 3-4 prochaines années, on aura un sérieux candidat au titre de MVP à la fin de la saison régulière. Ouais, tout à fait d'accord. Et je pense que tu vois, au-delà de... Alors bien sûr, on sait que dans une ère où les stats à chaque fois, mais tu vois, moi ce que j'aime beaucoup chez Edwards, c'est là, tu vois, j'ai en image son dernier match, pas le dernier contre les Sixers, mais l'avant-dernier contre Miami, où alors il marque ses 30 points, mais je veux dire, moi ce qui marque maintenant chez Anthony Edwards, c'est on voit fin de match serré, on donne la balle à qui? Anthony Edwards, on s'écarte et on le laisse faire, quoi. Et je trouve que au-delà de ces stats qui sont en progression, et comme tu dis, il a pas encore une régularité à niveau MVP, mais pour moi, dans la mentalité et dans le leadership qui dégage de cette équipe, il rentre dans cette caste-là, quoi. Candidat MVP, franchise player installé, et voilà, quoi. Alors après, on va voir sur les votes de fin de saison. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur de l'une des meilleures équipes de NBA. Je pense qu'il y a d'autres candidats, on en parlera en fin d'émission pour le titre MVP, mais je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un step de cette équipe, il y a un step d'Anthony Edwards, et pour moi, il n'y a que du positif dans le Minnesota sur les mois et même les années à venir. Alors c'est parfait que tu parles de leader offensif, de franchise player. J'ai fait une petite passe là. De jeune franchise player et de leader offensif, puisque on va partir sur Oklahoma City, et donc Shai Gilgeous-Alexander, qui lui, pour le coup, avec ses statistiques, affiche clairement un niveau MVP. C'est stratosphérique ce que réalise Shai Gilgeous-Alexander pour l'instant dans ce début de saison. Il est sur la lignée de ce qu'il proposait à la Coupe du Monde. Il est sur la lignée de ce sur quoi il nous avait laissé l'année dernière à la fin de la saison régulière. Ce joueur-là affiche un niveau stratosphérique. Il sait tout faire en attaque. 3 points, mi-distance, fade away, pénétration. Il a une vision de jeu impressionnante. Et puis surtout, il fait briller ses coéquipiers. Et puis il fait briller des coéquipiers qui, sur le papier, ne sont pas des joueurs... extrêmement talentueux. Je pense notamment à Jalen Williams, à Lou Dort. SGA, c'est du très costaud là dans ce début de saison. Non mais honnêtement, moi, je pense que ça pourrait être provocateur, mais j'ai pas peur de dire. Je pense qu'à l'heure actuelle, Shai Gilgeous-Alexander est incontestablement le meilleur arrière de NBA de la planète. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'alors certes, il a peut-être pas le génie et le talent offensif d'un Doncic ou d'un Curry,
Mais quand on regarde son impact, parce qu'on parle offensivement, mais il faut quand même savoir que défensivement, Shai Gilgeous-Alexander, c'est le meilleur intercepteur de la ligue et de très loin. L'impact de ce mec des deux côtés du parquet est absolument stratosphérique. Et je te rejoins complètement sur le fait de faire briller ses coéquipiers. À l'heure actuelle, OKC, c'est la 5e meilleure attaque de la ligue avec 120 points de moyenne par match. C'est la 4e équipe la plus efficace au shoot à 48% et c'est la 3e équipe la plus efficace à 3 points. C'est-à-dire qu'avec lui dans le backcourt et Josh Giddey, on a une équipe qui a su, et ça encore une fois comme à Minnesota, il faut remercier le coaching staff, on a une équipe, une ossature collective qui a su installer un style de jeu, qui a su installer des principes offensifs collectifs qui font que l'équipe brille. Et honnêtement, chez Gilgeous-Alexander, on regarde la répartition des tirs, c'est celui qui en prend le plus de tirs, c'est celui qui est peut-être l'un des joueurs les plus clutch dans cette ligue. Il prend clairement ses responsabilités et il a un niveau stratosphérique, il est presque à 31 points de moyenne. Et là, donc quand on parle un peu de OKC, de ces équipes jeunes qui ont su un peu trouver par leur coaching staff et puis la gestion de la franchise les solutions pour rebondir, on parlera de Houston tout à l'heure, d'Orlando, mais est-ce qu'on serait pas quand même sur des équipes qui ont galéré pendant plusieurs années et qui, avec des choix très intelligents, avec une structure de franchise, entre guillemets, très solide, une stabilité, une équipe en fait qui a su se reconstruire simplement par des choix intelligents et puis des pions placés au bon moment en fait. Tout simplement, tu sais, moi, avant l'émission, je réfléchissais à quelque chose et en fait, je pense que cette équipe d'OKC me fait de plus en plus penser aux Grizzlies il y a quelques saisons. Ouais, exactement, ouais, je suis d'accord. Tu vois, la base, on avait justement une équipe qui sortait, on va dire, avec Zach Randolph, les Marc Gasol, etc., qui avaient un certain passif, qui s'est reconstruit par la draft avec des choix intelligents, Ja Morant, des choix intelligents comme Jalen Williams, comme Jared Jackson Jr. Je trouve que cette équipe, quand tu la compares à Memphis, il y a des points communs. Tu retrouves dans l'éclat de Ja Morant, l'éclat de SGA. Tu retrouves dans le caractère un petit peu chien fou de Dylan Brooks, tu retrouves Luguentz-Dort. Dans la capacité d'être posé, serein à l'intérieur, tu retrouves un Jalen Williams que tu avais en un Jared Jackson Jr. Je trouve que cette équipe, elle est sur la bonne voie et honnêtement, à l'heure actuelle, OKC, parce qu'en attaque, c'est 5e meilleure attaque, c'est quand même la 12e équipe qui défend le NBA. Donc de l'autre côté du parquet, c'est loin d'être des peintres et ils sont très appliqués là-dessus. Je pense que honnêtement, OKC dans les années à venir, ça va devenir un contender. Contender en favori. Je pense sincèrement que c'est la relève. Le groupe est super bien organisé et je pense que je sais pas si tu veux qu'on vienne dessus, mais l'apport de Chet Holmgren pour moi. Bien sûr. Complètement. C'est stratosphérique. Totalement. Tu vois, j'écoutais la semaine dernière le podcast NBA Extra où il comparait un petit peu le début de saison de Wemby et de Holmgren. Et puis j'ai trouvé que c'était très juste ce qui était dit. En fait, c'est vrai que dans les stats, Wemby est un peu supérieur à Holmgren, mais ils abordaient le sujet en disant que pour Holmgren, c'était beaucoup plus dur de scorer dans une équipe du haut de tableau avec des leaders offensifs comme SGA et de trouver sa place avec de très bons pourcentages que pour Wemby qui, entre guillemets, a un peu les clés de la maison, qui prend un peu les tirs qu'il a envie de prendre. Et je trouve que c'était totalement juste. Et Holmgren, on peut un petit peu critiquer en étant un peu chauvin, en disant que oui, il n'est pas spécialement rookie, que même s'il était blessé les dernières, il faisait quand même partie du vestiaire. Oui, mais trouver sa place dans une équipe qui tourne comme Oklahoma actuellement, ça reste très compliqué, et encore plus pour faire des stats. Ah mais complètement. Et moi je pense que faut être clair, il faut être lucide, réaliste. On est français, Wembanyama, on est derrière lui, on le supportera, il n'y a aucun souci. Mais factuellement, faut bien se mettre en tête que si à l'heure actuelle en NBA on n'avait pas Victor Wembanyama, Chet Holmgren, ça serait un extraterrestre. Parce qu'il a des stats d'extraterrestre. Le mec, il est à 17 points, 8 rebonds, presque 3 comptes de moyenne par match. Et tu l'as dit, les pourcentages. Alors, il s'est un peu calmé parce qu'il a commencé la saison en 50, 50, 90. Ah, c'était là, fou. Il est en 50, 37, 87. Mais le mec, il est... Tu te rends compte ? Première saison NBA, il faut pour arracher la prolongation un shoot à 3 points ultra compliqué sur le parquet des Warriors. Mais je veux dire, ce mec, le niveau de ce mec et l'impact défensif qu'il a aussi. Parce que tout le monde parle de Victor, c'est long segment qui compte tout le monde. Mais Holmgren, j'ai vu là une stat passer il y a pas longtemps, c'est le premier, je sais même pas si rookie ou genre, je sais plus, mais il a enchaîné 2 matchs à 7 comptes quoi. L'impact défensif et ça se voit direct. Hein. OKC, c'est simple, c'est la deuxième équipe qui compte le plus sur NBA. Je pense que Chet Holmgren, il a au moins 50-60% de part de responsabilité là-dedans, quoi. C'est affolant. Ah, mais je suis totalement d'accord. Et puis, donc, pour finir avec OKC, moi, je tire juste mon chapeau à la gestion de la franchise qui a su se relever après, entre guillemets, le flop du trio Melo, Paul George, Ross West, qui, malheureusement, n'a pas répondu un petit peu à
à ce qui était attendu d'eux. Et puis, et c'est très compliqué, on le sait, hein, de se relever de ça. Alors par contre, maintenant, c'est vrai que ce qui me fait peur un peu avec OKC, c'est quand on a une équipe possédant plusieurs jeunes superstars en devenir, là, ils ont des contrats rookies. Et puis à partir d'un moment, il va falloir les payer à leur juste valeur. Des choix, c'est sûr. Et c'est là où ça peut être compliqué, dans le sens où si tu as 3 jeunes stars qui montent et qui demandent une évolution de contrat, et ben si tu veux les conserver, il va falloir aligner derrière, et c'est ça qui peut être compliqué, notamment pour ces équipes-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi je pense que OKC à l'heure actuelle, ils ont une base très forte. Je perds pas dans le coin de ma tête qu'ils ont quand même Sam Presti à une armada encore de pics de draft. Ils ont, je ne sais pas, j'ai pas le nombre exact, mais ils en ont encore je sais pas combien. Et je pense, comme tu dis, il y aura des choix salariales à faire. Et je pense que là, OKC, ce qu'ils devraient réfléchir à faire, c'est que là, ils ont leur noyau dur. Je pense que Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, t'es une base. Il faut qu'ils soient malins pour trouver des bons role players à mettre avec des pactages, quoi. T'as des tours de draft, t'es une pépite, bah t'essayes de trouver des joueurs un peu d'expérience, et ça pourrait faire comme je te dis, ça m'étonne pas, moi, d'ici 3-4 ans, qu'OKC on les retrouve en finale NBA, honnêtement, parce que ils sont sur des bases plus que sereines. Alors encore une fois, tu me fais une transition parfaite. Tu parles de role player, donc sous-entendu de trade intelligent. Qu'est-ce que tu penses de l'apport de Fred VanVleet, de Dylan Brooks, qui sont pour moi des role players extrêmement intéressants du côté de Houston, qui s'est totalement reconstruit cette année-là? Ce que j'en pense, c'est qu'on est passé des Harlem Globetrotters ou du, je sais pas, du basket d'exhibition. Parce que non, mais c'est vrai, c'était sympa. Avec un barbu assez intéressant, mais un barbu qui peut être maladroit. Ah oui, alors, tu vois, je ne montais même pas jusqu'à là, mais c'est vrai que maintenant tu me dis, ouais, on avait. Alors, il y a eu des résultats, mais je pense surtout aux 2 dernières saisons, c'était Jalen Green qui tape des 360 dunks, qui va mettre des pull-ups à 10 mètres. C'était très rigolo. Ça, c'était du divertissement, c'était pas du basketball. Là, on a vu quoi, que quand on met un coach, parce que Ime Udoka, pour moi, il a eu des soucis en interne à Boston, ça, c'est un autre sujet. Ça ne nous regarde pas. Basket pur, ça ne nous regarde pas. Après, des choses ont été faites en interne. Ce qui est sûr, c'est qu'Ime Udoka, baskettement parlant, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et honnêtement, on voit quoi? En NBA, vous avez un coach expérimenté, des joueurs d'expérience, des jeunes talents. Bah, ça fait quoi? Bah, ça fait du basket sérieux. Et honnêtement, les apports de VanVleet, Dylan Brooks et Jeff Green, bah, ça métamorphose ta franchise, quoi. T'as enfin une hiérarchie, t'as enfin un jeu, et puis t'as une défense, quoi. Voilà, et Houston, puis... vas-y, je te laisse en parler. Et puis au final, tu te retrouves avec, comme tu dis, VanVleet, Dylan Brooks, Green, qui accompagnent des Jabari Smith, des Sengun, des Jalen Green, qui sont des jeunes joueurs en devenir, qui sont des jeunes joueurs qui ont besoin d'être accompagnés pour performer au sein d'une équipe. Et puis on se rend compte, que, excuse-moi, mais Sengun, ce mec, je sais pas d'où il sort, mais cette année, c'est un phénomène, ce pivot. 25 matchs, et alors il joue 31 minutes par match en moyenne, 20 points de moyenne, 9 rebonds, 5 assists, 52% de réussite au tir. C'est phénoménal ce qu'il réalise. Et ça montre, en fait, je trouve que ça illustre parfaitement la sérénité de cette franchise, chez qui, il y a encore quelques années, des jeunes joueurs, on l'a vu avec Jalen Green, des très jeunes joueurs qui sortent de la draft, n'arrivaient pas à s'exprimer correctement, de par l'instabilité constante de la franchise. Et là, on se rend compte que quand on a un cadre qui fonctionne, et ben un jeune joueur, en la personne de Sengun, qui a 21 ans, qui sort un peu de nulle part, et ben est capable de performer de manière brillante, tout simplement. Bien sûr, mais tu sais, pour ces équipes-là, et alors après, je pense qu'on peut avoir d'autres émissions, mais par exemple avec Détroit, le souci de Houston jusque-là, c'est que, tu sais, t'es dans le fond. Donc si t'es dans le fond de la NBA, tu sais que tu vas choper une star jeune, et ces mecs-là, les Jalen Green, les Jabari Smith, ils arrivent en université, c'était des stars absolues, ils étaient adulés par tout le monde, ils savaient qu'ils étaient trop forts, et t'arrives dans un, excuse-moi, je vais être vulgaire, dans un merdier complet, quoi. Il y a rien du tout, c'est clair, hein. Il y a pas de structure, il y a pas d'organisation, il y a pas de plan de jeu, donc quand tu te retrouves à 19-20 ans à devoir porter à bout de bras une franchise sans aucun cadre, mais c'est d'une complexité sans nom, quoi. Donc c'est pour ça que, comme tu dis, joueur expérimenté, coach expérimenté, un cadre qui est mis, et les jeunes, ils peuvent se développer. Et pour finir sur Sengun, tu sais, son surnom c'est Baby Jokic. Tout le monde voit en lui le. Ouais. Alors, on sait pas. Je lui souhaite d'avoir le talent, la carrière de Jokic, mais c'est vrai que dans certains moves et dans la philosophie de jeu, tu retrouves du Jokic dans Sengun. Je pense que Houston, ils vont avoir un choix à faire. Est-ce que je construis autour de Sengun? Est-ce que je construis autour de Green? Est-ce que je construis autour de Jabari Smith? Et je pense que quand Ime Udoka et le front office auront cette réponse, la franchise ira encore mieux. Et honnêtement, Sengun, sur la ligne de départ, j'aurais pas misé sur lui en premier.
mais je pense que plus les matchs avancent, et tu l'as dit, plus ce mec, je pense qu'il a le potentiel de pouvoir être le franchise. Alors, franchise player, peut-être pas, mais d'être peut-être le go-to guy, le mec chez qui on va construire autour, quoi. Tout ça. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce début de saison, en tout cas moi personnellement, il m'apporte beaucoup plus de réponses et de régularité dans son jeu qu'un Jalen Green qu'on connaît déjà depuis quelques années. Ah ben non, mais c'est sûr, c'est que Jalen Green, il est feu follet, on connaît ses éclats. Après, tu vois, moi j'avais vu cet été qu'il avait fait le camp de préparation pour la Coupe du Monde avec Team USA. Apparemment, il avait impressionné avec les deux, avec Kate Cunningham, avait beaucoup impressionné les insiders qui étaient là-bas. Mais ouais, je trouve que Jalen Green, c'est à l'heure actuelle, hein, c'est un mec qui a un talent offensivement, mais c'est plus un mec de coup d'éclat, tu vois. Ouais, T'as l'impression que c'est Goon, je suis d'accord avec toi, t'as l'impression que lui, ce mec-là, t'as l'impression que quoi qu'il se passe, il pourra toujours être en 20-8-6, quoi. C'est ça, et puis c'est un joueur, Sengun, qui se met quand même au service du collectif. Et puis je pense que son apport défensif chez Houston n'est pas anodin, et c'est pas un hasard si Houston se retrouve à être la deuxième meilleure défense de NBA. Ouais, bien sûr. Après, pour l'impact défensif, moi je pense que... Ah, on peut le mettre sur les épaules d'un autre joueur, ouais. Oh oui, je pense que beaucoup de gens lui ont craché dessus, et même moi il m'a énervé à se prendre pour je sais pas qui. On parle bien sûr de Mr. Jalen Brooks. Voilà, mais ça, Jalen Brooks, appelez-le comme vous voulez. Après, à sa décharge, honnêtement, il a pris beaucoup. Il a répondu sur le terrain à la Coupe du Monde avec le Canada, il a été énorme. Et là, en début de saison, bon, il s'est fait balayer pour tuer en début de saison, mais bon. Après, on leur veut pas là. Oh le chemin. Ouais, après moi ce que j'aime bien chez Dylan Brooks, c'est voilà, c'est tout l'à côté. C'est-à-dire que des joueurs comme ça, bon alors je vais en parler dans des sujets épineux comme notre ami Draymond Green qui là dépasse les limites, mais c'est un peu le même style de joueur dans l'attitude, dans ce qu'il dégage sur le terrain, entre guillemets, ça va au-delà que simplement la qualité pure et dure du sportif, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ce que j'aime bien chez lui, c'est quand il allie la parole au geste comme il fait cette année, je le trouve beaucoup plus cohérent et plaisant. Parce que tu vois, c'est vrai qu'honnêtement, l'an dernier, c'était un peu une parodie, quoi. Le mec, il fout pas un shoot, il met pas un pied devant l'autre en playoff, il va dire à LeBron, ouais, je te respecterai que quand tu me mettras 40 points dessus. Non, mais mec, joue au basket et tais-toi. Ah, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Mais là, cette année, tu vois, il répond, il joue, et ouais, moi, honnêtement, les Houston Rockets cette année, je les trouve plaisants. Ouais, exactement. Alors il y a une autre équipe qui est très plaisante en ce début de saison. Alors ça s'estompe un peu depuis quelques matchs. Le Magic d'Orlando, qui affiche un très joli bilan de 16-10, qui leur permet de pointer à la 4e place de la conférence Est. Donc sur les 10 derniers matchs, on est à 5 victoires, 5 défaites. Après ça reste un bilan quand même très satisfaisant par rapport à ce qu'ils avaient montré les dernières années. Et puis en fait on se retrouve sur le même constat qu'avec OKC et qu'avec Houston. C'est une équipe qui a fait les bons choix, qui a su se reconstruire autour notamment de Paolo Banchero, qui affiche un début de saison, on va dire, correct, et puis qui depuis quelques semaines rentre vraiment dans les standards qu'on attendait. Et puis autour des frères Wagner, d'un Cole Anthony qui est plus régulier cette année, et puis d'une équipe qui est passée d'une équipe feu follette avec des joueurs qui n'étaient pas cadrés et puis qui prenaient un peu des risques inconsidérés, qui ne savaient pas gérer des matchs, à des joueurs qui cette fois-ci sont bien coachés, qui sont bien encadrés, et puis qui reposent sur la qualité d'un leader, Paolo Banchero, qui leur permet de performer en ce début de saison, et je trouve que c'est que du positif du côté du Magic pour l'instant, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, pareil, on parlait de défense. C'est drôle, tu vois, parce que cette année, les équipes qui ont passé un step, c'est à chaque fois des équipes qui sont reconstruites sur une rigueur collective et défensive, tu vois. Ah, exactement. Et je trouve que c'est intéressant dans une ère où, tu vois, on voit très bien que la NBA... 4e meilleure défense, Magic. Ouais, c'est une des top défenses Orlando, tu vois. T'es dans une ère où t'as l'impression qu'il y a des matchs... pour certaines équipes, on en reviendra peut-être, c'est les All-Star Games, à chaque match, t'as 150 pions. Tu vois, je trouve que ça fait plaisir de te dire que pour des jeunes équipes qui veulent essayer de passer des caps, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est quoi ? C'est de la rigueur, c'est une organisation collective et c'est de la défense. Et Orlando, c'est exactement ça. T'as du talent avec Banchero et Wagner, parce que Franz Wagner, pour moi, il a fait une énorme Coupe du Monde et son début de saison est très costaud. T'as des mecs comme Gary Harris, t'as des mecs comme Jalen Suggs. Faut pas oublier, Jalen Suggs, je crois que c'est un top 5 de draft, si je dis pas de bêtises. J'avais vu que Trash Talk avait fait ses previews, ils avaient dit de façon un petit peu piquante, s'il faisait encore une saison mauvaise, Jalen Suggs, il finirait peut-être en Chine ou à Taïwan ou je sais pas où. Honnêtement, je trouve que sur son début de saison, il répond, il est dans l'agressivité. Alors il a du déchet,
parce que voilà, il a du déchet, mais au moins dans l'envie, dans l'agressivité, il est là. Et honnêtement, Orlando, on sent que c'est une équipe qui a faim. Après, moi, je pense que honnêtement, Orlando, il leur manque un mec à la main, quoi. Parce que Bah, je suis d'accord. Anthony Black, c'est encore jeune. Cole Anthony, c'est encore feu follet. Moi, je pense qu'ils ont vraiment besoin de trouver un mec expérimenté à la main. Et après, honnêtement, t'as un des meilleurs fonds de cours, quoi. Genre, honnêtement, Banchero, Franz Wagner dans le futur, je pense que ça peut être Bon, c'est très costaud. un énorme duo. Et puis c'est des joueurs qui sont formés à l'européenne, et puis on voit l'impact qu'ils ont quand ils sont sur le terrain. Entre guillemets, le QI basket qu'ils ont est souvent plus élevé que la plupart de leurs oppositions, quoi. Ah là, et puis tu vois, on parle beaucoup de Franz Wagner, mais tu l'as très justement dit, les frères Wagner, Mo Wagner en sortie de banque qui fait une bonne saison très correcte. Donc non, honnêtement, Orlando, tu vois, ils étaient au niveau... non, je vais être sévère, je dirais ils étaient au niveau des trois l'an dernier, ils étaient un peu au-dessus, mais tu vois, comme OKC l'an dernier, comme Indiana l'an dernier, tu vois, c'est des équipes sur cette saison, elles passent un petit step, et je pense que eux, là, parce que je pense que si je dis qu'ils resteront pas à cette place-là, je pense pas que je m'avance trop. Honnêtement, là, oui. ça patine un peu sur les rencontres. Mais honnêtement, qu'ils prennent l'expérience, ils jouent des gros matchs, ils ont un autre statut, qu'ils emmagasinent de l'expérience, qui continuent comme ça. Et après, je pense que le front office, ça va être à eux de faire les bons choix pour améliorer correctement cette équipe. Mais encore une fois, si tu es fan d'Orlando aujourd'hui, tu sais que tu as une ligne directrice et des bonnes bases pour pouvoir réussir à l'avenir. Exactement. Écoute, le podcast arrive bientôt à la fin, Benjamin. On va finir en parlant d'un joueur. Un joueur que moi j'apprécie particulièrement en tant que fan des Philadelphie. Un joueur, si je peux me permettre, je pense le plus dominant de la ligue actuellement. Joel Embiid. Oui, tu peux le dire. Le process est là. Alors Joel Embiid, en ce début de saison, moi ce que j'apprécie, c'est que c'est pas le joueur dominant de la ligue qui joue le plus des minutes. Il a 34 minutes par match, et puis il y a même des matchs où Philadelphie se permet simplement de le faire jouer 26 ou 27 minutes. Et c'est quand même un joueur qui a 35 points de moyenne après les 24 premiers matchs, 12 rebonds, 54% de réussite au tir et 90% de réussite au lancer. Là, il vient de mettre un énorme coup d'arrêt à Minnesota en claquant 50. Et en claquer 50 à Minnesota, sachant que dans la raquette, t'as quand même du McDaniels, du Rudy et du Cat. C'est quand même assez impressionnant. Donc moi, je voulais qu'on ouvre quand même la porte sur Embiid, qui est pour moi le joueur dominant en ce moment. Alors, je vais juste te dire pour ceux qui vont écouter, vous ne voyez pas, mais là il y a Léo qui a un énorme sourire et qui attend juste que je dise oui, Léo, Joël c'est le meilleur pivot de tous les temps, c'est le meilleur joueur. Non, blague à part, honnêtement, Embiid, alors moi je suis pas forcément un énorme fan, on va dire, du personnage à certains moments et voilà de ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière, mais par contre force est de se constater qu'à l'heure actuelle Joel Embiid il est dans la stratosphère, il n'est pas sur Terre, je sais pas où il est, mais honnêtement il est sur un autre level que les autres. Je pense que si on est plus sérieux, je pense qu'il y a 3 points pour moi que je vois son évolution. Je dirais le premier point, c'est l'arrivée de Nick Nurse. Je pense que l'arrivée de Nick Nurse l'a fait un bien fou parce que maintenant il sait qu'autour de lui, il a plus besoin de tout faire, c'est organisé collectivement et je pense qu'il peut vraiment jouer son jeu. Tu vois, là, pour moi, il y a une stat qui veut tout dire sur le niveau de Embiid actuel, c'est que là hier il marque 51 points contre Minnesota, il prend pas un shoot à 3 points et pour moi Joel Embiid il est tellement dominant, il a son shoot mi-distance, il est tellement dominant dans la raquette, il n'a pas allé à 3 points. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi et pour compléter ce que tu dis, je trouve, alors du coup pour être honnête, malgré, même si je suis un peu biaisé en tant que fan des Sixers, l'année dernière c'est vrai que le jeu en isolation sur Embiid, ça commençait vraiment à être pesant quand tu regardes le match, tu vois pas le ballon qui tourne, tu vois qu'il donne le ballon en bas à Embiid il se retourne, il pump, il marque, bon c'était un peu tout le temps la même chose, là le ballon il tourne quoi. Il tourne grâce à Nick Nurse, et puis grâce à certains joueurs qui se sont révélés, notamment Tyrese Maxey, et puis moi il y a 2 joueurs pour moi qui apportent quelque chose de vraiment très très positif à Philadelphie, c'est Nico Batum, bon, qui est arrivé depuis quelques matchs, et puis alors il a eu son accident de voiture qu'il a un peu freiné dans son début de saison, mais Kelly Oubre est pour moi un acteur essentiel du jeu collectif de Philadelphie puisque ça rajoute une menace et puis surtout un joueur qui a des qualités physiques indéniables dans le 5 de départ quoi. Ah mais bien sûr, non mais tu vois, je pense que Nick Nurse, il a réussi à, comme tu l'as dit, mettre une osmose et encore une fois un système collectif autour d'Embiid. Après je pense que si Embiid, il y a quelque chose qui a aussi changé et j'en suis intimement convaincu, c'est que tu vois, je sais plus en quelle année, mais
c'était la petite blague avec Rihanna où il disait je sortirai avec Rihanna quand je serai All-Star. Après, être All-Star, il voulait être MVP. Tu vois, en fait, toujours un mec qui a couru après une certaine reconnaissance. Je pense que le fait qu'il ait eu l'année dernière son titre de MVP, je pense que ça lui a coché une case pour lui. Et maintenant, je pense qu'il est plus en mode je veux gagner collectivement. Et je pense que maintenant, ce qu'il fait, il ne le fait plus forcément pour lui, mais pour l'équipe. Et tu l'as dit très clairement, et je pense qu'il y a un nom qui va arriver dans la discussion parce qu'il est indéniable et ça serait une faute pour nous de ne pas le mentionner, c'est Tyrese Maxey. Parce que je pense que sincèrement, tu vois, Embiid, il a joué avec Jimmy Butler, il a joué avec James Harden, il a joué avec Ben Simmons. Je pense qu'à l'heure actuelle, et le match pour moi hier contre Minnesota résume tout, je pense que Tyrese Maxey, c'est pas encore une superstar, mais la future superstar à venir la plus compatible avec Embiid. Parce que sur le parquet, quand tu as Embiid qui est dans ses œuvres, Embiid le fait. Dès que Maxey, il doit prendre le relais, il le prend et il n'empiète pas. Et en fait, je trouve que les deux, autant où tu vois, par exemple, des fois, il y a des schémas où tu as l'impression que Simmons et Embiid, ils se montaient dessus. C'était pas fluide. Tu as l'impression que personne ne savait qui était à sa place. Pareil avec Jimmy Butler, tu as l'impression avec Tyrese Maxey, c'est une fois à moi, une fois à toi. Si toi tu es moins bien, moi je me le prends. Ils jouent chacun leur jeu. Ouais. Et je trouve que ça marche, quoi. Exactement. Et puis si on peut sortir un peu du côté sportif, moi, tu vois, je trouve que les attitudes trompent pas. Donc je regarde, si c'est pas tous les matchs, beaucoup de résumés de Philadelphie et beaucoup de matchs de Philadelphie depuis quelques années. Et c'est vrai que quand tu vois l'attitude et le comportement qu'a Embiid de côté de Maxey, ça me fait un petit peu penser à l'époque à la relation LeBron-Kyrie à Cleveland, où c'est vraiment good vibes, où tu vois que vraiment ils s'entendent bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Que Embiid l'année dernière, il se gênait pas quand Tyrese Maxey faisait des mauvais matchs à lui lancer quelques balles en conférence de presse, toujours bien placés, mais qui permettent notamment à Maxey de se remettre en question. Et puis je trouve que c'est une relation qui fonctionne bien. Ça a l'air d'être deux joueurs assez fusionnels qu'on a l'air de s'apprécier. Et dans un duo comme ça, pour mener une franchise le plus haut possible, je pense que c'est obligatoire. Je suis d'accord avec toi, complètement. Après, tu vois, moi, la seule réserve que je vois sur Philadelphie, à l'heure actuelle, ils ont le meilleur net rating de la ligue. C'est-à-dire qu'en gros, différentiel points marqués, points encaissés, c'est le meilleur de la ligue et de loin devant. Moi, la seule question que je me pose, c'est quand ça va arriver en playoff, tu vois. Parce que là, tu vois, contre Minnesota... c'est toujours ça, Philadelphie, c'est l'éternel problème. Ouais, c'est ça, c'est que tu as 51 points d'Embiid et tu en as 35 de Maxey, quoi. Donc, je trouve qu'à côté, tu as une osmose collective, notamment défensivement, où ça se répartit bien les tâches. Tout le monde sait où il est. Je trouve que le spacing est bien assuré. Après, moi, la seule chose, c'est que c'est l'éternelle question Tobias Harris, quoi. Pour moi, si les Sixers veulent aller loin, il va falloir que Tobias Harris, il élève son niveau de jeu, parce que pour moi, Embiid, il pourra pas marquer 50 points à tous les matchs, et Maxey, il sera pas à 35 points à tous les matchs. Exactement, alors, c'est pour ça que, tu vois, l'arrivée de Kelly Oubre, même si c'est pas un joueur qui est capable de scorer énormément à chaque match, qui peut montrer des irrégularités, je pense que c'est un joueur qui peut quand même amener une soupape de sécurité quand Tobias Harris nous fait du Tobias Harris, c'est-à-dire, pour être poli, prend très peu de risques, et puis perd un peu ses moyens dans les moments importants, notamment à la fin de la saison, quand on arrive en play-off dans les tours importants. Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça. Après, moi je pense qu'à l'heure actuelle, les Sixers, ils sont à leur place. Ouais, je vois toujours en dessous des Bucks, je pense, et des Celtics. Mais tu vois, si la mayonnaise continue à prendre comme ça, que Oubre continue à prendre ses responsabilités, que Harris se réveille un peu, Batum continue à faire du Batum, honnêtement, cette équipe, elle peut être très intéressante en post-saison, quoi, en play-off. Écoute, Benjamin, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était prévu aujourd'hui. Pour un premier épisode, ça me paraît être plutôt intéressant, c'est sur quoi on est revenu. La semaine prochaine, ouverture des votes All-Star, ou à moins que ce soit déjà fait, je sais plus, j'ai plus le calendrier en tête. Je crois que ça doit être en cours là. Je pense ou ça va être incessamment sous peu si c'est pas encore fait. Alors on abordera ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'était toujours un bonheur de se retrouver pour discuter un peu NBA. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, enfin, c'est la semaine prochaine. Et juste un petit mot pour rassurer nos auditeurs qui seraient fans des Indiana Pacers. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas parlé pour les jeunes équipes prometteuses, mais vu qu'on va avoir l'ouverture des votes All-Star, qu'on va forcément parler d'un certain Tyrese Haliburton. Ça viendra à ce moment-là, c'est pour ça on n'a pas voulu trop charger, mais ça viendra à ce moment-là, vous inquiétez pas. Exactement. Allez, merci Benjamin, salut. Salut Léo, salut à tous. Salut à tous.